Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. On va faire le récapitulatif du mois de mars 2025. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur YouTube, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Juste avant de commencer, un petit disclaimer, je ne suis toujours pas conseiller financier, donc soyez responsable de vos investissements. Investir comporte de risques de perte en capital. Donc voilà, avant d'acheter une action, avant de se ruer sur une action, faites vos propres analyses et soyez maître de votre destin. Maintenant que le petit disclaimer est fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis 2 mois? Alors c'est pas une chaîne de télé-réalité, mais c'est vrai que ça fait bientôt 2 mois qu'on s'est pas vu sur YouTube. Donc le CAC rentable depuis tout ce temps a bénéficié d'un petit pivotement et a changé de nom notamment en s'appelant donc Focus Fondamental Podcast, FFP, le podcast qui se concentre sur les fondamentaux des entreprises. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner également à Focus Fondamental Podcast que j'anime avec Hugo. Et alors qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite vie? Bah écoutez, en ce moment il n'y a pas de vidéo tout simplement parce que je suis en train pas de fonder, enfin si de fonder, de créer deux sociétés, donc une SAS et une holding. Je pensais pas que ça prenait autant de temps, je pensais pas que ça prenait autant d'argent. Et c'est pour ça que forcément, j'ai pas fait beaucoup d'investissements en bourse. J'ai pas fait de DCA pendant 2 mois, donc aujourd'hui ça va être plutôt le débrief de ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai pas fait de DCA? Parce que tout simplement je n'ai pas pu. Fallait que je prouve à la banque que je mette un maximum de côté et non pas en bourse parce qu'ils s'en foutent, mais sur mes comptes, sur mes livrets personnels. Et pourquoi je n'ai toujours pas fait de DCA? Tout simplement parce qu'il faut que je me recrée une petite épargne de sécurité. Là, autant vous dire que je mets absolument tout ce que j'ai de côté donc dans la création de la SAS et de la holding. Et forcément, pour souscrire le prêt pour racheter une société, enfin les parts d'une société, dont je vais devenir actionnaire majoritaire à 95% grosso modo. Donc forcément ça prend pas mal d'argent et ça prend pas mal de temps. Voilà, faut que l'avocat se mette en contact avec le comptable, faut que le comptable se mette en contact avec la banque. La banque prend du temps, beaucoup de temps à répondre. Donc nanani, et toi, t'es au milieu de tout ça, il faut que tu gères un peu tout. J'ai que 24 ans, donc forcément, j'ai jamais fait ça de ma vie en fait. Et ça prend vraiment pas mal de temps, déjà à trouver les bons interlocuteurs et surtout à coordonner tout ça. Donc voilà, en tout cas, c'est une expérience à ne pas manquer et je pense que je referai des vidéos sur ce sujet pour vous expliquer un peu tout ça. Alors juste en ce moment, c'est un peu compliqué de faire une vidéo par semaine parce que ça va être là en ce moment, c'est des semaines à quasiment 50 heures, même des fois un peu plus de 50 heures par semaine, étant donné qu'on fait les podcasts le samedi, donc ça fait du 6 jours sur 7, c'est pas évident de tourner des vidéos chaque semaine, c'est pour ça qu'il y a une petite pause, et forcément on se concentre sur les fondamentaux également dans ma vie personnelle, donc j'investe étant donné que ça ne rapporte rien, et que ça prend pas mal de temps, autant vous offrir plutôt de la qualité à de la quantité. Donc j'ai fait une pause sur J'invest. Je vais un peu repenser à cette chaîne, toujours dans cet aspect finance, parce que moi ça me permet de faire mes devoirs dans la bourse, parce que j'ai de la chance de mettre tout mon argent de côté, mais je ne touche pas au capital que j'ai en bourse. Donc c'est plutôt très bien pour ma part. Alors, on se retrouve sur l'application IQ Invest, comme d'habitude. N'oubliez pas, il y a 10% de réduction avec le code J'investisse que vous trouverez en description, dont vous pouvez bénéficier pour vos abonnements annuels et mensuels. Alors, ceci étant dit, c'est parti. Donc la valeur totale de mon portefeuille, on est à 24 079 euros à l'heure où on tourne la vidéo, donc le 27 mars à 18h54 très précisément, pour un total investi de 22 700 euros. Ce qui nous fait une performance absolue de 1379 euros et un CAGR absolu de 3,52%, qui est totalement pourri. Mais en ce moment, la bourse, je pense que vous l'avez remarqué, si vous êtes investisseur comme moi, a plutôt, alors elle s'est pas faite défoncer, mais elle a plutôt bien corrigé. Pour vous dire, ma performance en TWR, on est passé de 20%, un peu plus de 20%, à 12,59%. Donc voilà, 7,5 points en moins, c'est plutôt important, et tout ça en même pas un mois. Et ma performance, donc la valeur totale, j'avais à peu près 27 500 euros et je suis passé donc à 24 000 euros, soit une perte de 13% de mon capital en un mois. Donc ça n'a pas rigolé en bourse. Alors il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées dans l'application et on voit que depuis donc, le tout début que j'ai commencé, donc le 2 juin 2021, je me souviens que c'était avec le PEA, donc de chez Bourse Direct, et en moyenne je détiens une action pendant 419 jours, soit 1,15
an. Donc c'est pas beaucoup et on va tenter d'améliorer ça. Ça m'a pas étonné, moi je pensais que j'avais moins en réalité. Alors pour ce qui est des dividendes, bon, vous l'avez compris, je suis toujours pas un investisseur dividende depuis les 2 mois que l'on s'est pas vu. J'ai 98,42 € depuis que j'ai commencé l'investissement, soit un rendement sur dividende de 0,43%. On est d'accord, c'est pas des masses. Pour ce qui est de la répartition de mes comptes, donc j'ai encore 51% alloué sur mon PEA. Mon CTO de bourse direct représente 26,9% de mon capital et le CTO d'Interactive Broker représente un peu moins de 22%. Concernant la répartition par type d'actifs, donc j'ai quasiment 60% en actions et j'ai un peu moins de 41% en ETF. Donc on se rapproche au fur et à mesure de cette fameuse pondération que j'essaye à avoir, enfin de 50% ETF et 50% actions. Parce que je pense qu'avec le temps, je vais avoir de moins en moins de temps de faire du stock picking. Donc les ETF, on ne va pas les négliger. Pour ce qui est de la répartition en devises, donc j'ai 51% en euros et 48,7% en dollars, donc c'est kiff-kiff, c'est la moitié. Alors maintenant, pour aller un peu plus dans le détail par compte, donc mes 3 différents comptes qui sont affichés ici, on voit que le CTO Bourse Direct, c'est là où j'ai investi 5360 €. En ce moment, donc mes gains d'intense, c'est à peu près 1100 € et j'ai une performance qui est plutôt pas mal de 14,62% et je l'ai ouvert il y a un peu plus d'un an et demi de mémoire, donc c'est plutôt pas mal, ça me fait une performance absolue de quasiment 21%, ce qui est mon meilleur compte en termes de performance, parce que quand on regarde le PEA il fait vraiment pas rêver, hein. J'ai 2 actions, donc j'ai Euronext et LVMH dedans, et en ce moment, vu que LVMH se fait absolument défoncer, et ben forcément la performance en est de même. Donc tu vois que le CAGR absolu, on est à 1,21%, ce qui est vraiment pas top, et une performance absolue de 4,71%. Et en ce moment, donc j'ai moins 80 € de gain latent sur mon PEA, ce qui est vraiment pas bon. Mais bon, quand on compare au CTO d'Interactive Broker, on voit que j'ai quasiment moins 312 € de gain latent, donc plutôt de perte latente, hein, autrement dit ici, pour 5550 € d'investi, donc quasiment autant que sur le CTO de Bourse Direct. Ma performance absolue est plutôt pas très bonne, hein. J'ai moins 5,28%, ce qui me fait un CAGR négatif de moins 4,73%, mais on va voir ça juste après. Alors pour aller un peu plus loin dans la répartition de mes différents actifs, donc j'ai 16 lignes au total dans mon portefeuille, ce qui inclut 2 ETF et 14 actions. Alors sachant qu'il y a un petit doublon parce que j'ai Alphabet 2 fois, donc j'ai la classe A et j'ai la classe C de mémoire. Alors concernant ma répartition en termes d'actions, donc les principales pondérations de mon portefeuille vont être LVMH qui représente 12,4% de mon portefeuille, Markel, donc l'assureur qui a vraiment eu une très bonne performance ces derniers mois, Visa à 11,3%, Alphabet, en réalité Alphabet c'est ma première position parce que j'ai 10,7% ici, et si je ne me trompe pas j'ai 6,3% ici, donc c'est à peu près 17% de mon portefeuille, donc ce qui en fait ma première action. On va retrouver Applied Materials à quasiment 10% en termes de pourcentage, Microsoft, United Health qui se fait vraiment défoncer ces derniers jours, Nike, on n'en parle même pas, donc Alphabet, Euronext qui elle a une très bonne performance mais ce n'est pas une de mes principales actions, Apple, Texas Instruments. Et la dernière action que je viens d'acheter le mois dernier, avec vraiment tout l'argent qui me restait sur Interactive Broker, c'est donc Uber Technology qui représente 2,42% de mon portefeuille rien qu'en termes d'actions. Et donc pour ce qui est en termes de répartition sur les ETF, donc on est à 67% sur le BNP Paribas Easy, donc le ticker ESE, qui réplique le S&P 500. Et la deuxième ligne, donc c'est le Lyxor Nasdaq 100 Leverage x2, le fameux LQQ, qui représente quasiment 33% de mon portefeuille. Alors, pour ce qui est de la répartition en termes de pays, donc j'ai 71% de mon portefeuille qui est axé sur les États-Unis. En soi, c'est ma plus grosse pondération, je le sais, et je pourrais même l'augmenter bien évidemment. J'ai 12% en France. Non catégorisé, j'ai 10,7%. Donc il faudrait que je me renseigne avec Hugo ce que ça veut dire, parce que je pense que ça va être les États-Unis, hein. J'ai pas des actions cotées à Shanghai ou en Namibie. Et le Pays-Bas, donc 5,5%. Donc ça, c'est Euronext qui est coté là-bas.
Alors pour aller un peu plus loin en termes de position, on va voir un peu les top contributeurs de ma performance et les top détracteurs de ma performance. Et on voit qu'il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités. On le voit notamment ici, donc avec l'ouverture, quand est-ce que je l'ai acheté pour la première fois, et la détention par jour en termes d'action. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors, oups, je me remets dans le portefeuille. Non, voilà, ici. Donc on va retrouver Euronext en termes, donc c'est la meilleure position de mon portefeuille en termes de performance. J'ai une performance dessus de 62%. Donc Euronext, c'est ma première action en termes de performance. Je la détiens depuis 470 jours, ce qui nous fait à peu près 1,29 ans. Enfin, un peu plus d'un an, quoi. Donc mon PRU dessus est plutôt pas mal, je l'avais touché à 82 euros de PRU à peu près. Elle m'a versé 12,65 euros de dividendes, mais c'est vrai que ce n'est pas la principale pondération de mon portefeuille. Il n'empêche que je l'ai acheté plutôt à un bon prix. Donc je l'ai acheté une fois ici et une fois ici. Et aujourd'hui, on est à plus de 130 euros. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'elle affiche une très bonne performance. Ensuite, la deuxième action en termes de performance, ça va être Apple. Donc Apple, je la détiens depuis quand même ouais, beaucoup moins de temps. Alors, je la détiens depuis 353 jours, ce qui nous fait quasiment une année. Et pour vous dire, je l'avais quand même bien acheté. Donc j'ai une performance dessus absolue de 34,71%. Et donc je l'avais acheté à un point bas, 166 dollars. Et aujourd'hui, on est à 223. J'avais une super performance quand elle était à 258 dollars, mais ça n'a pas duré. Elle est quand même pas mal en retard au niveau de l'intelligence artificielle. Elle essaye de corriger son retard, mais c'est laborieux. Ensuite, la troisième position de mon portefeuille, c'est Markel Group. Donc vraiment, je suis content. Pareil, je l'ai quand même relativement bien acheté à 1407 dollars et aujourd'hui on est à 1800 dollars. Donc vraiment, ce genre d'action, voilà, tu l'achètes et tu l'oublies. Elle sert de tapis dans ton portefeuille. C'est un petit assureur tranquille, un peu avec une mentalité de Berkshire Hathaway. C'est-à-dire qu'avec tout l'argent qu'elle récupère de ses comment dire, les assureurs de ces primes, eh ben, elle va les investir. Donc par rapport, parce qu'elle est divisée en trois sociétés, donc Markel Venture qui va notamment faire du capital risque et du capital investissement avec les primes de rapportée. Markel a également un portefeuille d'actions cotées, hein, principalement américaines, et justement pour accroître sa performance. Donc c'est vraiment, Markel, quand on l'entend, c'est le mini Berkshire Hathaway. Donc c'est très intéressant à la détenir et elle est très bien gérée. C'est une entreprise, voilà, tu l'achètes et tu l'oublies. Je la détiens depuis 419 jours, donc un peu plus d'un an. Et franchement, j'en suis plutôt satisfait. Visa, pareil, c'est la force tranquille. Tu l'achètes. Bon, elle est tout le temps chère, donc tu n'auras jamais un moment vraiment précis où l'acheter. Mais voilà, c'est la force tranquille, elle monte. Je l'avais acheté une fois à 257 dollars, une autre fois à 283 dollars. Et là, elle monte tranquillement, mais sûrement. Elle va bientôt dépasser les 350 dollars. Pour vous dire sur Visa, j'ai une performance de 30,85% et une croissance sur un peu plus d'un an de 24,71%. Ensuite, on va retrouver donc Texas Instruments, Alphabet, Microsoft, United Health. Alors United Health qui a du mal, elle a du mal. Donc je l'avais acheté pas si cher que ça, 484 dollars. Si c'était à refaire, honnêtement, je l'aurais pas racheté parce qu'elle s'est fait tabasser. Mais on va pas revendre une action parce qu'elle a du mal en bourse. Mais en fait, je me suis rendu compte en la réanalysant qu'elle a énormément de contrats avec l'État. Et on le sait, moi j'investis pas dans des sociétés où il y a l'État au capital. Et franchement, investir dans des sociétés qui sont trop en contrat avec les États, et ben pareil, je pense que ça va rentrer dans ma stratégie d'investissement, de ne pas investir dedans. Donc les Safran, les Thales, etc. et tutti quanti, on va éviter, ça c'est sûr. Et honnêtement, les United Health, bah voilà, j'ai du mal. Franchement, ça me fait mal au cœur de la revendre quasiment à l'équilibre parce que j'ai une performance de même pas 10% sur cette action. Alors que j'étais arrivé quand même assez haut, hein. Dites-vous, je l'avais acheté à 484 dollars et ici elle était super sympa là, vers les 606 dollars. J'avais une belle performance dessus.
Voilà, et en plus c'est un assureur, elle a quasiment 25 de PE, enfin, ou même 28, elle se paye quand même assez cher parce que c'est la force tranquille américaine. C'est l'assurance santé, hein, c'est comme si tu investissais dans la sécurité sociale en France, sauf que là c'est une sécurité sociale qui rapporte, hein, elle n'est pas en déficit de 10 milliards comme en France, loin de là, tout simplement parce qu'elle est gérée de façon privée. Mais bon, tout ça n'est que mon humble avis. En tout cas, si c'était à refaire, je n'investirai pas dans United Health. Je pense que je vais la revendre. J'attends de la revendre quand même, de retrouver un peu mes billes dedans. Je vais pas me précipiter non plus. Je pense que Trump va pas trop la taper. En tout cas, va pas se concentrer sur ce genre d'action pendant son. Alors, c'est pas un quinquennat, mais pendant ces 4 ans qui vont arriver. Donc, voilà, je pense que je peux m'en débarrasser comment dire, dans une échelle moyen court terme un peu plus intéressante que si je la larguais maintenant. Mon ticker ESE, donc pour ce qui est de l'ETF S&P 500, bon, voilà, pareil, hein, tu l'achètes un peu tous les mois et ça va grimper au fur et à mesure. Sur 20 ans, il n'y a quasiment aucune chance que tu perdes de l'argent là-dessus. Donc Alphabet, la deuxième position, voilà, faut attendre que ça monte aussi. Elle s'est fait malmener, hein, en ce moment, il y a eu une chute en bourse due à cause de plusieurs raisons. Donc DeepSeek, avec notamment Nvidia qui s'est fait vraiment rincer en bourse. Pour vous dire, Nvidia, je suis curieux de savoir. Nvidia, je sais qu'elle baisse fort depuis le début de l'année, ouais, quasiment moins 19%. Et sur un an, moins 24%. Ouais, elle commence mal l'année. Et on l'a vu notamment sur DeepSeek, donc je crois que c'était ouais, aux alentours d'ici en février-mars. Et puis même en mars, de toute façon, elle passe vraiment un sale moment en ce moment. Tous les semi-conducteurs se font vraiment malmener parce que si tu regardes Amat, donc Applied Materials, elle aussi, elle se fait vraiment malmener, c'est l'enfer. Mais bon, je me dis, quand on compare à Evolution AB, putain, Evolution AB, elle fait mal quand même, hein. Franchement, elle fait mal. Mais bon, ce n'est pas, je l'ai pas en portefeuille, mais je sais que pas mal de personnes l'ont en portefeuille, donc ça me fait rire. Petit clin d'œil à Hugo qui regardera sûrement cette vidéo. Personnellement, Evolution AB, moi, je suis pas serein avec cette action. Mais bon, bref. Donc la nouvelle position de mon portefeuille, ça va être Uber Technology, comme disent les ricains. Donc je la détiens depuis vraiment, vraiment pas longtemps. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, avec vraiment donc toute petite position, hein. Je l'ai acheté, j'en ai acheté pour 345 euros. On en a fait pas un deep dive, j'irai pas jusqu'à là, mais on en a fait une bonne vidéo où on débriefait sur Uber Technology. Et franchement, je vous invite à aller voir cette vidéo pour comprendre un peu pourquoi je l'achète et pourquoi j'ai quand même des convictions assez importantes sur cette action. Outre que Bill Ackman l'a en portefeuille depuis peu, mais je pense qu'on va revenir plus amplement dans une vidéo que je vais faire sur J'invest. Je bosse dessus. Je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'elle va sortir, mais sachez que je travaille dessus et on va faire le point. Je pense que ça va être une vidéo de à peu près 1 heure, mais au moins vous aurez vraiment tout mon avis sur donc l'entreprise Uber. Et je pense que ça va être comme ça que je vais faire les vidéos maintenant. Toutes les sociétés que j'ai en portefeuille, je vais essayer d'en faire des mini deep dive, enfin en fait des deep dive sur ma chaîne. Et au moins, vous comprendrez ma thèse d'investissement par rapport à X ou Y actions que j'ai en portefeuille. Et je pense que ça peut être plus intéressant pour vous et comme pour moi, parce qu'au moins, moi, ça va me forcer à vraiment connaître parfaitement toutes les actions que j'ai en portefeuille. J'ai fait bien trop d'erreurs à détenir des actions qui ne sont au final pas très intéressantes. En tout cas, des coups d'opportunité que j'aurais pu trouver en investissant ailleurs. LVMH, donc bah là, les fameux droits de douane, hein. Il y a eu DeepSeek qui a rien arrangé, mais il y a aussi Trump. Trump, où tous les marchés ont été haussiers, bullish à mort. Et ben là, il s'avère que Trump, c'est le retour de bâton. Des droits de douane à tire-larigot, le cognac, l'Armagnac, les Tesla, Stellantis, tout y passe. Il veut racheter le Groenland, le Canada, l'Indonésie, tout. Il veut tout racheter. Donc forcément, ça se passe mal. Et d'ailleurs, ça se ressent en bourse, hein, si tu regardes
En ce moment, donc Tesla, bon là il y a aussi un problème avec Musk qui est bien derrière Trump et il y a un boycott total. Tesla c'est moins 27% depuis le début de l'année et si on regarde depuis un an, c'est 53% de hausse, ce qui est pas mal, mais par contre si on regarde depuis son ATH, donc le plus haut, on est à moins 42%, donc c'est vraiment énorme, elle se fait vraiment maltraiter. Et en plus, ça n'arrange rien parce qu'avec les droits de douane, eh ben, elle va pouvoir construire des voitures de plus en plus, pour un coût de fabrication de plus en plus élevé. Donc franchement, ce n'est pas une société dans laquelle j'investirais. Donc, LVMH, alors je l'ai acheté, pas forcément, je l'ai acheté cher. Faut être honnête, au bout d'un moment, je l'ai acheté cher, et là aussi, je ne suis pas prêt de refaire cette erreur. Je vais être beaucoup plus intransigeant sur mes prix d'achat et sur mes tests d'investissement. Je l'avais acheté pour la première fois en 2023 à 741 euros. Je ne l'ai jamais revendu, hein. Pour le coup, je revends assez peu d'actions. Le 18 janvier 2024, je l'en ai racheté à 657 euros. Je me suis un peu précipité, je pensais que ça allait stagner et repartir à la hausse. Pas du tout. Je l'ai racheté à 661 euros et aujourd'hui on est à 589 euros. Je pense qu'on va être amené à redescendre en plus si Trump décide tant bien que mal à instaurer donc ces fameux droits de douane. Et de toute façon, par rapport à mes estimations, le prix juste que j'avais calculé, c'était 487 euros. Et très honnêtement, je pense que voilà, entre 450 et 500 euros, c'est un super prix d'achat. Autant vous dire que je suis à 186 euros de plus. Donc je la détiens depuis combien de temps? Ouais, je la détiens depuis quasiment un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai 3 actions. Bon, sinon, Nike, on fait le top 3 des entreprises qui n'ont pas de performance dans le portefeuille. Donc Nike c'est compliqué. Nike, c'est compliqué. Ça fait combien de temps que je l'ai en portefeuille? Nike, ça fait un peu moins d'un an. Bon, ça fait la moitié d'un an. Donc une demi-année en français. J'en ai acheté 2 fois. Donc j'en ai acheté la première fois à 83 dollars et la seconde fois à 72 dollars. Mon prix de revient est donc à quasiment 80 dollars. Moi, je pensais vraiment que le CEO, vas-y, il allait arriver dans la société, il allait secouer le cocotier et remettre Nike à son paroxysme. Bon, il s'avère que ça prend quand même un peu plus de temps que prévu. C'est une entreprise intéressante à analyser et c'est une entreprise qui est très intéressante à suivre. Donc, on va dire que c'est une petite position de mon portefeuille. Elle ne représente pas non plus des masses. J'ai investi dedans 1100 euros. Voilà. Voilà. Moi, ça me dérange pas. Honnêtement, je suis à l'aise avec les entreprises que j'ai en portefeuille. Si vraiment je dois en supprimer quelques-unes, allez, comme ça, du tac au tac, je pense que je ferai un peu de ménage. J'enlèverai Texas Instruments et United Health. Le reste, je garde. Applied Materials, alors là, franchement, Applied Materials, ça fait pas très longtemps que je la détiens. Donc là aussi, il faut laisser du temps au temps. Et bon, au bout d'un moment, elle va commencer à me saouler. Parce que là, ma performance dessus, donc je suis à moins 19% de performance, à moins 333 euros de perte latente, du coup. Et c'est la descente un peu progressive. Donc j'en ai acheté 2 fois. Une fois à 182 dollars et une fois à 180 dollars. Donc vraiment, j'ai un prix de revient dessus de 183 dollars. Et vous voyez que je n'ai vraiment pas fait attention à mes estimations de croissance et j'étais bien trop gourmand sur cette entreprise, comme je l'ai été dans d'autres, hein, United Health par exemple, entre autres, parce que mon prix juste est de 200 dollars. Et moi, mon prix de revient est de 183 dollars. Ça veut dire que tout simplement, je suis bien trop gourmand sur cette action. Si c'était à refaire, je ne l'aurais pas acheté de suite. Je l'aurais plutôt attendu qu'elle arrive à des prix plus intéressants. Typiquement à 147 dollars, elle est vraiment très intéressante. Mais malheureusement, bah, je ne l'ai pas acheté à ce moment-là. Et j'ai un peu planté le drapeau un peu trop haut. Donc maintenant, il va falloir attendre sagement qu'elle remonte. Il va falloir la suivre un peu plus. Mais c'est vrai que je ne compte pas réallouer de cartouches dedans pendant un petit moment. Je vais attendre quand même, parce que bon, bah, j'ai fait le con, hein, j'ai acheté un peu trop. Je suis à 1700 euros d'investi dedans. Par exemple, tu vois, elle est quasiment au même niveau qu'LVMH. Je suis plus à l'aise à détenir du LVMH qu'à détenir du Applied Materials. Donc tout simplement, je ne vais pas continuer de réinvestir dans Amat. Je vais la laisser un peu de côté et plutôt réallouer mes cartouches
dans d'autres entreprises que l'on verra juste après dans la partie watchlist. Je pense qu'on a fait le tour. On va passer voir la performance. Donc on se retrouve sur l'onglet performance, la performance qui est calculée en TWR, tel un vrai gérant de fonds. Donc on voit que ma stratégie n'a pas fonctionné. Pour l'instant, en tout cas, elle ne fonctionne pas. Après, il faut laisser du temps au temps, hein, vous connaissez le dicton. J'avais acheté du LQQ, le fameux Nasdaq Leverage x2, pour un peu booster mon PEA et pour booster en fait mon portefeuille total. C'est pour ça que j'avais alloué quasiment plus d'une quinzaine de pourcents dans cette action, enfin dans cet ETF, qui est effet levier x2, donc qui réplique x2 la performance quotidienne du Nasdaq. Bon, il s'avère qu'en ce moment, le Nasdaq, il a tendance à descendre drastiquement. Il a perdu des fois 3,5% par jour. Donc j'en perds 6, voire 7%, ce qui fait très mal vu que c'est ma plus grosse, quasiment ma plus grosse pondération juste après mon ticker ESE. Donc forcément, là j'étais arrivé, tu vois, à un moment j'étais arrivé, je me suis dit, ok, là on a quasiment 4 points d'écart, je pense qu'on est bien parti. Et il y a eu DeepSeek, il y a eu Nvidia, il y a eu Trump. Et donc on est passé à 4% de delta à 14%. Donc ça n'a pas fonctionné. Je pense que sur le long terme, ça devrait plutôt bien s'en sortir parce que je crois vraiment énormément dans le Nasdaq 100, dans cet indice, parce que c'est juste trop fort en fait. Enfin, tu regardes autour de toi, toutes les actions qui cartonnent, ce sont des actions technologiques et ça va toujours être des actions technologiques. Il n'y a rien de plus disruptif dans la vie que la technologie. Par exemple, aujourd'hui, je ne vais plus sur Google, je suis jamais allé sur Yahoo. Donc voilà, c'est donc ma performance calculée depuis le 1er septembre 2023. C'est là où les choses ont réellement commencé pour moi. Et en ce moment, vous voyez, j'ai quand même pas mal de points à essayer de récupérer. C'est en ce moment pas évident. Bon, concernant les dividendes, il n'y a pas eu non plus un millésime extrêmement élevé. En avril, j'ai eu 3,66 euros de dividendes. Moi, mon plus gros donateur, ça reste LVMH, suivi de Euronext de près. Ah oui, et juste pour rebondir, on va aller vite fait sur le Nasdaq pour vous dire à quel point ça a fait mal. Donc je le détiens depuis pas très longtemps. Je l'avais acheté ici, donc quasiment au plus haut, hein, je ne m'étais même pas posé de questions. Je l'avais acheté à 1164 euros. Ça a monté fort. Ça a monté très très fort. 1342 euros. C'était monté à 1376 euros. Donc en très peu de temps, hein, du 28 octobre au 20 février. Et ensuite, donc, on est passé de 1386 euros en quelques semaines, hein, même pas une semaine, à 1002 euros et même même un peu en dessous des 1000 euros. Donc ça a fait vraiment très très mal. Et moi, j'étais avec mon PRU complètement défoncé. Que j'ai acheté beaucoup trop cher. Donc, si c'était à refaire, honnêtement, le Nasdaq x2, j'en rachèterais, mais j'en rachèterais pas au plus haut. J'attendrais qu'il y ait une opportunité quand même assez, plus intéressante. Si j'avais su, honnêtement, j'aurais plutôt acheté du Nasdaq normal. Nasdaq, donc pas en ESG. Et à des moments de forte baisse, bam, j'envoie la cartouche sur donc, le LQQ. Si c'était à refaire, c'est comme ça que je ferais. Donc, si vous avez la même idée que moi, au moins vous savez que quand ça baisse, ça blague pas. Alors, pour aller rapidement dans la watchlist, on va voir ce qui peut être intéressant pour les prochains mois à envoyer en cartouche, parce que bon, à un moment, il va falloir quand même investir dans des sociétés. Toutes les sociétés que j'ai qui m'intéressent sont ici, et on voit que sur le haut du panier, donc on va aller voir en un coup d'œil qu'est-ce qui est le plus intéressant. Donc, Applied Materials, je ne me renforce pas dedans. Voilà, donc ça serait Alphabet. Alphabet, il y aurait très grande chance pour que j'achète du Alphabet. Du Nike, je ne vais pas me renforcer dedans. Arista, elle commence à être sur des prix vraiment très raisonnables. D'ailleurs, il y a le Deep Dive qui va sortir dans pas longtemps. Voilà. Et alors, je ne l'ai pas encore mis ici, mais je pense que je vais me renforcer sur Uber. Uber commence à être vraiment très intéressante à acheter, hein. Elle offrirait un rendement de 35,55% selon certaines estimations de croissance, enfin selon les miennes, hein, du coup, et ce que j'ai trouvé par rapport à Bill Ackman et d'autres investisseurs. Donc, ma prochaine cartouche serait potentiellement sur Uber Technologies et toujours sur le Bitcoin un peu, et également forcément sur les différents ETF. Bon, je pense qu'on a fait le point. J'espère que j'ai pas été trop long, mais bon, ça faisait quand même pas mal de temps qu'on s'était pas vu. J'essaie de faire ça rapidement, mais sûrement.
Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites-moi votre performance en ce moment, dites-moi si vous avez acheté des nouvelles sociétés. Je suis bien curieux d'avoir votre avis sur Uber. Si vous pouvez, si vous pourriez l'avoir ou si vous l'avez déjà en portefeuille, quelles ont été vos cartouches pendant ces 2 derniers mois? Parce que je sais qu'à mon avis, certains d'entre vous ont profité de cette baisse. Moi, je n'ai pu que la constater. J'ai rien pu acheter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bah, voilà, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette baisse? Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous êtes instruit? Ou est-ce que vous avez mis le paquet sur plein de sociétés? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça m'intéresse. Je lirai et je répondrai à tous vos commentaires. Salut à tous, prenez soin de vous et de vos finances. Ah, c'est la même conclusion que le podcast. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous,